Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on continue de remonter le temps pour redécouvrir l'histoire des Chicago Bulls. Donc cette fois-ci on se retrouve à l'été 2011. Derrick Rose vient d'être élu le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA. Les Chicago Bulls ont atteint les finales de conférence pour la première fois donc depuis l'ère Jordan et seulement la deuxième fois hors période Jordan dans l'histoire de la franchise. Et malgré tout, Derrick Rose déprime. Parce qu'il s'autoproclame responsable de la défaite de son équipe contre Miami en finale de conférence. Et tout le long des finales NBA, il reste chez lui, il sort pas du tout de chez lui. Il l'avoue lui-même, il est resté 2 semaines quasiment sans sortir, en pyjama chez lui, à traîner, à se faire livrer de la bouffe parce qu'il voulait pas aller dehors, il voulait voir personne, il était en totale déprime. Il disait c'est de ma faute, avec les ballons que j'ai perdus en fin de match, les mauvaises décisions que j'ai prises, etc. On devrait être en train de jouer ces finales contre Dallas et à cause de moi on n'y est pas. Donc voilà, il le prend vraiment pour lui et il le prend assez mal. Euh, et une des toutes premières sorties qu'il va faire après cette période-là, ça va être pour accueillir Jimmy Butler, que les Bulls viennent de drafter avec le pick numéro 30. Et il se trouve en fait que les deux ont un ami en commun qui s'appelle Randall Hampton, qui a passé son enfance à Chicago avec Derrick Rose, ils se connaissent depuis l'école. Mais lui après a fait son université à Marquette et il a rencontré Jimmy Butler là-bas. Donc du coup ça fait une sorte de lien entre les deux joueurs. Et quand Jimmy Butler est drafté par les Bulls et qu'il prend l'avion pour se rendre à Chicago, Derrick Rose lui envoie un message en disant passe chez moi, on va passer la soirée ensemble, apprendre à se connaître, etc. Et donc ça commence à créer des liens de cette manière. Euh, autre choix de draft des Bulls à ce moment-là, le meneur Norris Cole, qui va être immédiatement impliqué dans un deal à 3 équipes, et lui va finir à Miami, et les Bulls vont récupérer les droits sur un joueur monténégrin qui s'appelle Nikola Mirotic, dont on aura l'occasion de reparler dans quelques vidéos. Donc voilà pour la draft. Ensuite, beaucoup de temps pour prendre des décisions pendant l'été, puisqu'il y a une grève des joueurs cet été-là, une mésentente avec les proprios des équipes sur la redistribution de l'argent gagné par la ligue entre les proprios et les joueurs. Alors j'ai plus les chiffres exacts, faudrait vérifier. Il me semble qu'à l'époque c'était à 55% les proprios, 45% les joueurs, et il y a eu des négociations pour rapprocher ça autour des 52-48 ou 51-49. Enfin bref, toujours est-il que les joueurs estimaient qu'ils pouvaient obtenir plus d'argent. Donc il y a eu des grèves, la saison a dû être retardée et diminuée. Et donc un accord a été trouvé entre tout le monde vers la fin novembre pour qu'il y ait enfin une saison qui ait lieu et qui démarrerait le soir de Noël. Donc à partir du 1er décembre, la free agency se met en place. Et à ce moment-là, les Bulls ont besoin d'un arrière puisque Keith Bogans, l'expérience Keith Bogans de la saison précédente n'est pas renouvelée. Faut dire que sa saison n'a pas franchement été grandiose. Et les Bulls ciblent un joueur avec un profil un peu plus offensif. Et donc à la base, la cible prioritaire, en tout cas celle qui revient le plus souvent à ce moment-là, c'est un retour de Jamal Crawford, qui en plus avait été très très bon face aux Bulls en playoff avec Atlanta il y a 6 mois avant ça. Euh, et au final, Jamal Crawford va signer à Portland et une des autres cibles des Bulls sera Richard Hamilton, ancien joueur des Pistons qui a été champion avec les Pistons, légende des Pistons tout simplement. Et donc lui se retrouve libre et signe aux Bulls pour 2 ans, alors qu'il a déjà 33 ans, et devient donc le titulaire du poste 2 pour cette équipe qui va seulement disputer 2 rencontres de pré-saison face à Indiana avant de débuter sa saison régulière, et Derrick Rose va étreiner son titre de MVP le soir du 25 décembre dans une affiche plutôt fun face aux Lakers de Los Angeles, à Los Angeles, donc une affiche bien sympa, et un match qui va être assez serré tout le long de la rencontre, même si les Lakers sont devant, mais pas de beaucoup, donc voilà une rencontre un petit peu avec pas mal de suspense. Chicago prend 10-12 points de retard dans le quatrième quart-temps avant de revenir à -6 au tout début de la dernière minute de jeu. Et là, ça va être le festival Luol-Deng. Luol-Deng qui va prendre un 3 points, le louper, mais récupérer le rebond offensif et inscrire un panier avec la faute, donc une action à 3 points.
L'action suivante, il va encore provoquer 2 lancers francs pour réduire la marque enfin réduire l'écart à -1. Et c'est encore lui qui va intercepter la remise en jeu adverse pour ensuite servir Derrick Rose qui va non seulement entraîner son titre de MVP, mais aussi son nouveau contrat qu'il a signé à 94 millions sur 5 ans, en débordant Derek Fisher pour ensuite mettre un flotteur sur la tronche à Paul Gasol et mettre les Bulls devant avec seulement quelques secondes au chrono. Derrière, Kobe Bryant a le tout dernier shoot, mais il va s'enfermer ligne de fond où il y a 3 joueurs qui vont se mettre sur lui et Luol Deng va contrer son tir. Donc Luol Deng il aura tout fait dans cette dernière minute. Il aura inscrit 5 points, une interception, un rebond offensif décisif, un contre sur la dernière action. Et donc les Bulls s'imposent 88-87 sur le parquet des Lakers pour débuter cette nouvelle saison où ils ont évidemment énormément d'ambition puisque après les finales de conférence de la saison précédente, ils veulent faire mieux que ça, et donc aller en finale, essayer de gagner ce titre, et c'est vrai qu'ils sont parmi les favoris. Le match suivant est une défaite sur le parquet de Golden State, mais le road trip de 4 matchs pour débuter la saison à l'ouest se termine bien, puisque les Bulls s'imposent sur le parquet des Kings, avant de s'imposer également sur le parquet des Clippers avec 29 points et 16 passes décisives de Derrick Rose. Donc de quoi terminer le road trip en beauté, avant de débuter 2012 sur une victoire de 40 points face aux Grizzlies au United Center, 104-64, donc beau carton d'entrée. Le problème, malheureusement, c'est que avec cette saison écourtée, mais avec quand même 66 matchs dans le calendrier et beaucoup de séries de 4 matchs en 5 jours, beaucoup de back-to-back, etc. Il y a une répétition des efforts, plus donc les joueurs qui sont restés très longtemps sans jouer avant ça. Euh, il y a pas mal de blessures qui apparaissent petit à petit. Rip Hamilton notamment, il va louper énormément de matchs dans cette première saison pour lui à Chicago. Derrick Rose va en louper de plus en plus aussi. CJ Watson va louper 2 semaines au mois de janvier. Taj Gibson. Enfin bref, beaucoup d'absences à droite à gauche et il faut jongler un petit peu avec tout ça. Et Luol Deng aussi va se faire une blessure assez dingue il va se tordre un ligament dans le pouce gauche, mais il va quand même continuer à jouer et il refuse systématiquement de se faire opérer parce qu'il a un objectif en plus par rapport aux autres, c'est les Jeux Olympiques 2012 à Londres. Et ça lui tient particulièrement à cœur puisqu'il a la nationalité anglaise, donc la sélection anglaise, vu que c'est à Londres, est qualifiée d'office, et donc pour une fois, les Anglais vont jouer au basket aux Jeux Olympiques et il veut en être. Et voilà, il a cette nationalité anglaise puisque quand il était plus jeune, quand il était adolescent, il a fui le Soudan, il est passé par l'Égypte, et son père, qui était un homme politique réputé au Soudan, a obtenu l'asile politique pour emmener toute sa famille à Londres. Donc Luol Deng a vécu à Londres pendant plusieurs années avant d'aller aux USA, faire son université à Duke, etc. Donc voilà, Luol Deng se sent redevable envers ce pays qui lui a offert l'asile politique et une certaine liberté. Et donc il veut absolument être là pour les Jeux Olympiques, représenter le pays, et hors de question pour lui, même avec un pouce en vrac, de louper ça. Donc il refuse l'opération et ça provoque pas mal de tensions avec les Bulls qui disent mais attends, il faut que tu te fasses opérer, on a besoin de toi. Il dit c'est pas grave, je joue avec la douleur et tout, et fair play à Luol Deng, il va jouer toute la saison avec ça, avec cette douleur au pouce, et absolument refuser toute opération parce qu'il veut absolument pas louper les Jeux Olympiques. Mais donc du coup, malgré toutes ces blessures, quand même, le mois de janvier est très intéressant pour les Bulls. Il y a pas mal de victoires assez larges et où surtout les équipes adverses sont réduites à des scores vraiment très très faibles. Quand tu vois maintenant les scores NBA et tu vois les scores à l'époque, même il y a juste 10 ans, 8, 9, 10 ans en arrière, c'est fou. Les Bulls ont une défense, voilà, la meilleure défense de la ligue. Ils l'avaient déjà la saison précédente et cette saison-là, ce sera encore le cas. Ils vont encaisser moins de 90 points par match et il y aura une série en janvier de 3 matchs consécutifs à domicile où l'adversaire n'atteint même pas les 70 points. Les Pistons vont en inscrire 68 et ensuite Washington et Toronto vont en inscrire 64 seulement, quoi. Donc voilà, les Bulls vont quand même gérer ces blessures pour finir le mois de janvier avec un bilan de 18 victoires, 5 défaites seulement. Février est pas mal aussi, avec un gros road trip
de 9 matchs qui va être très très bien négocié, puisqu'il y aura 6 victoires et 3 défaites dans ce road trip, avec encore une fois des équipes limitées comme les Pelicans qui sont limitées à 67 points seulement, euh, et Charlotte qui est limitée à 64 points également. Ce qui fait que les Bulls arrivent au All-Star Weekend avec un bilan de 27 victoires, 8 défaites, et Luol Deng est même parmi les remplaçants dans l'équipe de l'Est au All-Star Game. Derrick Rose, lui, est titulaire pour la deuxième année consécutive, son troisième All-Star Game. Et donc les deux voilà, sont les figures marquantes de cette première moitié de saison pour les Bulls. Et ça va continuer puisque dès la reprise, les Bulls vont enchaîner 6 victoires de plus, donc 4 à l'extérieur, avec ce fameux buzzer beater de Derrick Rose sur le parquet de Milwaukee, dans un match où il met 30 points et 11 passes décisives. Avant ça, il avait déjà mis 35 points et 8 passes sur le parquet de Philadelphie pour une autre victoire. Ensuite, il met encore 24 points, 13 passes face à Utah. Il met 29 points contre les Knicks vers la fin février, début mars. Mais ensuite, lui aussi va être victime de blessures, et notamment à l'adducteur, et il va manquer plusieurs semaines. Et ça va être un petit peu un thème récurrent de cette saison-là pour Derrick Rose. Il va manquer un ou deux matchs par-ci, une semaine par-là, trois quatre matchs par-ci. Voilà, beaucoup de retours, de rechutes, de retours, de rechutes. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là de sa carrière, c'est encore très rare pour lui qui n'avait manqué que 6 matchs sur les 3 premières saisons de sa carrière. Et cette saison-là, il va en manquer 27 au total. Donc, voilà, comme je l'ai déjà dit, il y a eu pas mal de back-to-back, 4 matchs en 5 jours, un calendrier très concentré, beaucoup de matchs en peu de temps. Donc ça peut aussi jouer sur les organismes. Et puis voilà, comme la saison a débuté en décembre et pas comme d'habitude en octobre, voilà, c'est beaucoup de temps sans jouer, sans compétition, etc. Donc c'est un peu plus compliqué pour les organismes de tout le monde. Il n'est pas épargné aussi par le temps de jeu qu'il a. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo aussi. Mais toujours est-il que voilà, il y a encore, donc malgré toutes ces absences-là, les Bulls continuent de briller et d'enchaîner les victoires grâce à son fameux bench mob. Donc on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, le bench mob avec des joueurs comme CJ Watson, Kyle Korver, Taj Gibson, Omer Ashik, Ronnie Brewer, qui même voilà, des fois ils vont pas beaucoup jouer, mais quand il y a besoin d'eux, tu les appelles, ils répondent présents, ils performent, ils font le taf, et ils permettent aux Bulls de maintenir un certain niveau, que ce soit défensif ou offensif. Et, et donc l'équipe continue d'enchaîner les victoires jusqu'à la fin de la saison régulière. Il y a aussi John Lucas, le meneur John Lucas, qui a eu sa chance de la part de Tibbs. Euh, il a 29 ans quand il arrive aux Bulls cette saison-là, John Lucas, et Tibbs le connaît depuis un passage qu'ils avaient fait en commun à Houston. Mais voilà, John Lucas, c'est un joueur qui a plus joué en Europe que vraiment eu sa chance en NBA. À part donc à Houston où il avait fait quelques 10-day contracts, et Tibbs aimait bien son éthique de travail, donc il lui a donné une chance à Chicago. Et vu les blessures de Rose et ensuite de CJ Watson et de Hamilton, il a eu du temps de jeu, et il s'est montré au mois de mars. Il a eu de très très bons matchs, dont un contre Miami où il met 24 points. Euh, enfin voilà, il a eu son moment de gloire, on va dire, lui aussi. Mais le chouchou du United Center, c'est Scalabrini. C'est Brian Scalabrini. Euh, Lui aussi ramené par Tibbs, qu'il avait à Boston quand il était assistant à Boston avant de venir aux Bulls. Il l'a ramené à Chicago. Et il était déjà là la saison précédente. Il est revenu pour une saison de plus. Et voilà, c'est vraiment le 12e homme, quoi. Il rentre vraiment. Enfin, tu sais que quand il rentre en jeu, c'est que le match est plié, quoi. Les Bulls sont à plus 15, plus 20, plus 25, ou à moins 20, ce qui est déjà plus rare. Mais voilà, c'est que le match est plié, donc Scalabrini fait son entrée en jeu, et à chaque fois c'est sous une ovation monstre du United Center qui prend ça vraiment à, à la dérision la plus totale, et même Scalabrini le prend bien, quoi. Et dès qu'il touche le ballon, c'est pareil, la foule est en feu. Dès qu'il met un panier, c'est l'explosion totale. Et je pense que ça a été pas mal, comment dire, exacerbé aussi par les commentaires de Stacey King, donc l'ancien joueur et champion NBA avec les Bulls, qui est devenu commentateur depuis quelques années et qui a toujours des expressions très marquantes, et qui rend le match vraiment toujours plus intéressant, parce qu'il voilà, il a un parler, des expressions et il s'enflamme beaucoup.
Et à chaque fois que Scalabrini entre en jeu, tu vois, il en rajoute, il en fait des caisses et tout. Et voilà, ça plaît aux fans. Et puis voilà, la dynamique positive des victoires, etc., ça joue un petit peu là-dessus aussi. Bref, Scalabrini devient une sorte de culte héros à Chicago, alors qu'il rentre une fois toutes les 2 semaines pour mettre son panier. Et puis, mais voilà, ça fait partie des histoires marrantes de cette saison-là. Bref, les Bulls terminent la saison régulière avec un bilan de 50 victoires et 16 défaites en tapant les Cavs de 37 points sur la dernière journée de la saison régulière. Et comme la saison précédente, ça leur donne le meilleur bilan de la ligue. Dans une saison à 66 matchs au lieu de 82, arriver à 50 victoires, c'est quand même pas anodin, avec donc la meilleure défense de la ligue. Euh, et malgré, voilà, malgré les blessures avec lesquelles il a fallu jongler tout au long de la saison, parce que donc comme on l'a dit, Derrick Rose a loupé 27 rencontres, Rip Hamilton en a loupé 38, donc il a loupé pratiquement 2 tiers de la saison régulière, CJ Watson en a loupé 17, Luol Deng en a loupé 12 et il a joué blessé une bonne partie de la saison avec son problème de ligament au pouce. Au final, il n'y a que Carlos Boozer, Omer Ashik et Ronnie Brewer qui ont joué tous les matchs cette saison-là, avec Boozer qui a en plus été pas mal critiqué avec des performances un petit peu en dents de scie. Joachim Noah, lui, on en a encore pas parlé, mais il a loupé que 2 matchs, mais son début de saison a été un petit peu critiqué. Son entente avec Boozer est pas mal discutée. Leur association est pas forcément la plus complémentaire en tout cas. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de matchs en début de saison où quand c'était assez serré et qu'il fallait des stops défensifs, etc., c'était Omer Ashik et Taj Gibson qui finissaient les matchs sur le parquet. Et Noah et Boozer étaient sur le banc. Ça a duré une bonne partie du mois de janvier et puis après c'est un petit peu rentré dans le rang. Noah a un peu plus voilà, est monté en puissance au fil de la saison, mais c'est vrai que son début de saison n'était pas extra. Et par la suite, voilà, ça s'est amélioré, mais il y a encore pas mal de questions sur son entente avec Boozer et la complémentarité du duo. Toujours est-il qu'au moment d'aborder les playoffs, donc les Bulls sont parmi peut-être pas favoris, parce qu'il y a encore Miami à l'Est qui est là, mais parmi les gros outsiders et les équipes qui, si ils vont au bout, faudra pas être surpris, quoi. Euh, Avec en plus à ce moment-là tout le monde qui revient en forme. Derrick Rose, il est revenu depuis quelques matchs et il enchaîne, il retrouve un certain momentum. Rip Hamilton est là, Luol Deng, bon, il a son souci au pouce, mais à part ça, ça va. Kyle Korver, Boozer, Noah, ils sont tous là, ils sont tous en forme pour aborder les playoffs face à Philadelphie, qui a terminé à la 8e place donc de l'Est. Mais c'est une vraie opposition avec deux des défenses les plus solides, parce que Philadelphie, malgré tout, a fini troisième défense en termes de points encaissés. Chicago et Philadelphie sont donc dans le top 3 des équipes qui encaissent le moins de points cette saison-là. Ça ne veut pas dire que c'est les 3 meilleures défenses, mais c'est les équipes qui encaissent le moins de points. Donc ça reste à nuancer, mais toujours est-il que c'est comme ça. Et, euh, et donc les Sixers, pardon, avec l'ancien entraîneur des Bulls, Doug Collins, et aussi l'ancien joueur des Bulls, Elton Brand, veulent quand même afficher une certaine agressivité défensive et arrivent pas là en se disant on est les huitièmes, on va se faire taper. Non, ils veulent, tu vois, mettre de l'intensité et emmerder les Bulls le plus possible. Malgré tout, le game 1 à Chicago, un samedi après-midi, et je me rappellerai toute ma vie de ce match de comment je l'ai vécu, euh, se déroule bien pour Chicago, qui prend l'ascendant dans le deuxième quart-temps, commence à créer un certain écart, il mène de 11 points à la pause, ça déroule bien, une belle exécution offensive. Rip Hamilton est là, il met quelques paniers. Derrick Rose est en forme, il met des accélérations que personne n'arrive à, à stopper. Chicago prend 20 points d'avance dans le quatrième quart-temps. Et tout semble aller très bien dans le meilleur des mondes jusqu'à cette fameuse action dont on parle encore aujourd'hui. Il reste 1 minute 20 au chrono. Et Derrick Rose prend son élan pour attaquer le cercle, mais dans sa montée au cercle, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, et il rechute lourdement, il passe la balle à quelqu'un, il rechute lourdement, et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que sur sa prise d'appui avant de décoller, son genou a lâché. Son genou gauche, rupture des ligaments croisés, donc il reste sur le sol avec ces images terribles qu'on a revues et revues, enfin, en tout cas qu'on essaye de plus revoir, parce que moi à chaque fois ça me fout la gerbe, mais euh,
voilà, Derrick Rose qui reste au sol et dans un United Center qui est plongé dans un silence de mort. Il n'y a plus personne bah, tout le monde est là à observer, à espérer que Rose se relève. Et malheureusement, ça va pas être le cas. Alors pour la petite histoire, les Bulls s'imposent dans ce match-là de 10 ou 11 points, je sais plus exactement, mais tout le monde s'en fout. Absolument tout le monde s'en fout à ce moment-là. C'est la victoire la plus anonyme en playoff de l'histoire des Bulls, quoi. Les Bulls ont gagné ce match, mais tout le monde s'en branle complètement parce que Derrick Rose est au sol et il bouge plus. Il se tient le genou, il n'arrive pas à se relever par lui-même, et là tout le monde flippe parce que ben, c'est Derrick Rose, c'est le MVP en titre, c'est l'enfant du coin, c'est le gamin de Chicago, c'est lui sur qui reposent tous les espoirs de cette franchise pour peut-être disputer le titre. Euh, et il est au sol et ça va pas le faire quoi parce que donc après ben il y a les examens qui sont faits et donc on nous annonce rupture des ligaments croisés, opération, fin de saison, il devrait manquer une bonne partie de la saison suivante. Et là c'est là à Chicago c'est la bombe quoi, tout explose. Dans les médias, tout le monde s'en prend à Tibbs en disant pourquoi il l'a fait jouer alors que les Bulls avaient une avance, le match était plié, était gagné. Et tout le monde critique Tibbs aussi pour sa manière globale, sa gestion globale du temps de jeu des joueurs, sachant que Luol Deng cette saison-là, malgré donc son souci au pouce en milieu de saison, est le joueur qui joue le plus de minutes par match dans la ligue. Il tourne à presque 40 minutes, à 39, je sais plus combien. Et donc Thibodeau en prend mais plein la gueule sur sa gestion du temps de jeu de ses joueurs. Et on lui reproche aussi d'avoir laissé Rose sur le parquet à ce moment-là du match pour qu'il atteigne un triple-double, parce qu'il avait 31 points, 9 rebonds, 9 passes décisives. Mais on va mettre les choses au clair tout de suite. Thibodeau se défend et il a raison à 200% en disant qu'il a laissé Rose et d'autres titulaires sur le parquet à ce moment-là, parce que Philadelphie était en train de faire un run pour revenir, et même si ça n'aurait pas permis à Philadelphie de gagner ce match, il ne voulait absolument pas leur offrir le moindre momentum, le moindre espoir que genre si au lieu de finir à -20, ils finissent le match à -8 par exemple, et ils se disent bon bah le premier match était serré, au match 2 on peut faire quelque chose. Il ne voulait absolument pas que Philadelphie ait ça en tête, en se disant bon bah il y a peut-être une chance parce que finalement on n'a pas pris une crevée. Et donc il avait laissé quelques titulaires pour faire en sorte que l'écart reste assez conséquent jusqu'à la fin pour pas que Philadelphie se dise tiens voilà. Et moi, je soutiens ça à 2000%. Donc, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, Tibbs a eu raison. Il est arrivé ce qu'il est arrivé. Mais Derrick Rose aurait pu se blesser à n'importe quel moment. Il aurait pu se blesser au match 2, au match 3, au match 4. Il aurait pu ne pas se blesser. Voilà, c'est pas parce qu'il était. Voilà, ça aurait pu arriver à n'importe quel moment. C'est arrivé là, comme ça, à ce moment-là. C'est comme ça, mais voilà, il a vu d'autres blessures tout au long de la saison aussi. Euh, donc bref, le problème avec ça, c'est que bah, derrière, tout le monde dans l'équipe est miné, quoi. Tout le monde est miné. Les joueurs se disent, bah, à quoi bon maintenant? Ça fait un an qu'on attend notre revanche, on veut rejouer Miami en playoff, les battre, aller en finale, essayer de lutter pour ce titre. Et là, dès le premier match des playoffs, bah, c'est mort, quoi. Parce que on sait que Derrick Rose ne reviendra pas, et on sait que sans lui, on n'a aucune chance. On peut faire ce qu'on veut, voilà. Sans lui, on n'a aucune chance. Et il y a eu à l'époque Cal Korver qui avait mis un message sur Facebook en disant voilà, il faut qu'on se remobilise et tout, ça va pas être simple et tout. Et effectivement, ça va pas être simple du tout, parce qu'au match 2, donc toujours à Chicago, euh, Doug Collins change son 5 de départ et met Evan Turner, natif de Chicago, qui lui en plus prend un malin plaisir à briller dans sa ville natale et cartonner les Bulls. Il va finir avec 19 points, 7 rebonds, 6 passes, un truc dans le style, et être un joueur décisif dans ce match-là que Philadelphie va remporter assez largement, 109-92.
dans un match où seul Joachim Noah va essayer de tout faire pour empêcher les Sixers de l'emporter. Il va finir à 21 points, à 10 sur 11 au shoot, ce qui est quand même un match incroyable, avec 8 points, 8 rebonds et 5 passes aussi. Mais voilà, il ne peut pas empêcher la défaite des siens parce que tout le monde est à la tête ailleurs. Tout le monde se dit, bah c'est mort, de toute façon, on va pas y arriver. Et en plus de ça, et alors là, là, ça va vraiment finir d'achever les minces espoirs qui restaient peut-être chez les fans, mais dans le groupe. Noah, lui aussi, va tomber sur blessure au match 3. Il va se faire une entorse de la cheville gauche, mais d'une horreur. Franchement, la photo, elle est dégueulasse. L'action où il se tord la cheville gauche, elle est quasiment en angle droit, c'est une horreur. Et donc, ça arrive dans le troisième quart-temps de ce match 3 à Philadelphie. À ce moment-là, le match est encore très serré. Tu vois, les Bulls sont dans la rencontre. Il y a peut-être 3-4 points d'écart au moment où ça arrive. Euh, mais voilà, cette blessure de Noah, avec en plus le public de Philadelphie qui s'en régale et tu vois, qui se réjouit de cette. Ouais, le public de Philadelphie, ça a toujours été assez particulier, mais la ville en elle-même aussi est particulière. Mais voilà, les fans des Sixers ou les fans de sport à Philadelphie ont toujours été assez réputés pour être assez hardcore et particuliers. Donc bref, eux se réjouissent de cette blessure de Noah, parce que bah, pour eux c'est du pain béni, hein, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. Et effectivement, il n'y a plus qu'à. Dans la fin de ce match 3, les Bulls vont passer plus de 8 minutes dans le quatrième quart-temps sans inscrire le moindre point. Et parce que mentalement, ils sont à la rue complète. Pour eux, c'est terminé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'Eric Rose, il n'y a plus de Noah, il n'y a plus d'espoir, c'est mort. Donc ils vont perdre ce match 3. Ils vont perdre le match 4, un petit peu pareil. Il y a plus rien, quoi. Ils ont presque plus l'envie de se battre, quoi. Là, tu sens que là, c'est de toute façon, à quoi bon? Au match 5, ils vont quand même remporter ce match-là un petit peu à l'orgueil pour dire on va pas perdre à la maison. On va pas donner cette joie aux Sixers de se faire éliminer à domicile. Donc ils remportent le match 5 un petit peu in extremis à Chicago, mais le match 6 à Philadelphie va être va connaître une fin assez dingue, puisque donc les Bulls sont à la lutte dans ce match-là. Il y a 63-63 après 3 quarts temps, c'est extrêmement serré. Ils se disent bon allez, on va quand même essayer de donner un petit coup de collier, faire en sorte que voilà, de se remobiliser. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, quoi. Et les Bulls mènent encore de 3 points à 20 secondes de la fin de ce match 6 à Philadelphie, avant que Tadeusz Young, qui est un jeune joueur des Sixers à l'époque, n'inscrive un lay-up. Donc les Bulls ont encore un point d'avance. Ils ont pratiquement la dernière possession. CJ Watson remonte la balle. Il part en drive. Au lieu d'aller attaquer le cercle lui-même, il va servir sous le cercle Omer Ashik, donc le pivot turc des Bulls. Et là, pour les Sixers, c'est bingo. Faute directe sur le pivot turc pour l'envoyer au lancer franc, sachant que c'est un joueur qui tourne au mieux à 55-60% au lancer franc. Donc ils se disent, on fait faute directe sur lui, on l'envoie au lancer. Et évidemment, la tactique paye. Omer Ashik loupe ses 2 lancers francs. Ce qui offre une dernière possession à Philadelphie avec André Iguodala qui lui est envoyé au lancer franc aussi, avec 2 secondes au chrono. Et lui, il va pas louper ses lancers francs, il va mettre les deux et mettre les Sixers devant avec 2 secondes au chrono. Et les Bulls vont saccager la dernière action et se louper. Et donc conclure la série de cette manière-là, avec Philadelphie qui s'impose 4-2 dans la série et devient la 5e équipe de l'histoire à être numéro 8 et à battre le numéro 1. Bon, avec les circonstances qu'on connaît, avec les blessures de Rose, de Noah, etc. Mais c'est vrai que CJ Watson va en prendre plein la gueule pour cette décision de fin de match où il aurait dû attaquer le cercle, lui, quitte à provoquer des lancers, lui, en étant un bien meilleur shooter au lancer franc que Omer Ashik, qui, évidemment, on peut dire, a loupé les deux, parce que c'est pas du tout sa spécialité, les lancers francs. Donc du coup, il va en prendre plein la gueule au point qu'il sera pas retenu pour poursuivre l'aventure avec les Bulls. Moi, ça, on aura le temps d'en parler dans la prochaine vidéo où on développera un peu plus l'après saison qui a été extrêmement mouvementée entre la blessure de Derrick Rose, la blessure de Noah, donc qui lui aussi a eu des soucis avec cette cheville.
Liu Holdeng qui a refusé l'opération. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant l'été 2012 sur lesquelles on reviendra dans la prochaine vidéo, parce que celle-ci est déjà assez triste, hein, parce que revenir sur cette blessure de Rose et les conséquences qu'on a subies pendant les années suivantes, et même encore très récemment, pratiquement tout le temps, John Paxson, Gar Forman disaient ouais, depuis les blessures de Rose, on a dû faire des choix, gna gna gna. Ils s'en sont servis comme excuse pour justifier certains choix. Et c'est vrai que ça a plombé les ambitions de la franchise, parce que cette blessure a fait que les Bulls sont passés d'une franchise qui luttait pour peut-être gagner un titre à une équipe beaucoup moins importante sur l'échiquier global de la NBA. Donc on aura le temps de revenir sur tout ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà, cette saison-là, ça a quand même été assez dramatique. Donc on va arrêter là. Et puis voilà, d'autres vidéos très prochainement. Et puis également des news sur ce qui se passe en ce moment du côté des Bulls. Donc voilà, d'autres vidéos très très bientôt. D'ici là, go Bulls. À bientôt.